Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean Rotner. Bienvenue dans ce Facebook Live du Club de la presse de Strasbourg Europe, organisé à la librairie Kléber à Strasbourg, qui nous accueille dans ses locaux. Donc, nous accueillons aujourd'hui Jean Rotner, qui est président Les Républicains de la région Grand Est. Merci pour votre présence pour cet échange consacré à la crise sanitaire, mais aussi à la reprise, à la nécessaire reprise économique, qui est un enjeu très très prégnant aujourd'hui. Donc on va rapidement revenir sur la gestion de la pandémie, qui a particulièrement touché le Grand Est, notamment les départements qui sont situés sur son flanc Est, parler du déconfinement, de la réforme nécessaire ou pas du système de santé français, et de la relance de l'économie régionale. Alors j'aimerais rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même reparler du contexte, puisque je pense qu'après le déconfinement, on l'a très vite oublié. Les premiers cas sont apparus dans le Grand Est entre le 24 février et le 1er mars. Et l'épidémie s'est très rapidement développée dans le Haut-Rhin, dans les Vosges, en Moselle et dans le Bas-Rhin. Et le Grand Est a connu son pic entre le 23 et le 29 mars. Et à ce jour, l'Alsace compte 1440 morts. Il n'y a plus de décès à déplorer ces dernières 24 heures. Et plus de 5000 personnes ont été hospitalisées en Alsace depuis le 1er mars. Également impact sur le plan économique, 423 000 salariés alsaciens ont bénéficié du chômage partiel. Ça représente 3% des effectifs nationaux concernés et 187 millions d'heures de travail. Et les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle représentent à eux 4% des demandes nationales. Donc, ce qui montre bien que le Grand Est a été fortement impacté. Dans la semaine du 24 février au 1er mars, comment vous avez vécu l'apparition de cette pandémie? Est-ce que vous pensiez que ça allait prendre cette ampleur? Bonjour à tous, bonjour Franck, merci pour cette invitation. Pour tout vous dire, du 24 février au 1er mars, j'étais au salon de l'agriculture à Paris. On parlait déjà à l'époque du Covid, on regardait l'Italie avec un peu de condescendance et de supériorité en se disant mais de toute manière les Italiens sont dans la capacité de gérer la crise, nous on fera mieux. Et puis est arrivée cette fameuse semaine plutôt du 1er au 7 mars. C'est là où les choses se jouent. Parce que le premier patient admis en réanimation à Mulhouse, c'est le 2 mars. Et c'est à partir de l'interrogatoire du réanimateur qu'on fait vraiment le lien entre ce rouleau compresseur viral qui est en train de se développer dans le sud de l'Alsace et la réalité du terrain, et surtout la discordance avec ce qu'on entend au niveau national, où quelque part les choses sont maîtrisées. Et nous, entre le 2-3 mars et le 15 mars, eh bien, ce n'est qu'une augmentation progressive, massive, pour arriver à des stades différents d'ailleurs de gestion de cette crise avec l'État, stade 2 renforcé, le stade 3 qui s'annonçait par les autorités gouvernementales mais qui ne voulaient pas avancer trop rapidement. Et il y a un moment crucial qui est plutôt le moment que moi je localise entre le 12 et le 13 mars, où là clairement il y a une réalité qui s'impose, et qui s'impose au niveau national. C'est 200 personnes qui sont admises dans les hôpitaux orinois, donc essentiellement Colmar et Mulhouse, pour un stade Covid grave, 30 personnes en réanimation et 20 décès, tout cela en 24 heures. Et ça a été le déclenchement à un moment donné, à la fois du renfort national, je pense de la prise de conscience, mais les premiers, en tout cas pour moi, les premiers messages, ils arrivent entre le 1er et le 2 mars, vous avez raison. Le 4 mars, je suis allé réguler au SAMU, et là, j'ai pris conscience vraiment de l'ampleur du phénomène, du nombre d'appels, du fait que les services devaient s'adapter au plus vite. Et le week-end du 5, 6, 7 mars, eh bien, c'est la transformation de l'hôpital de Mulhouse en un plan blanc qui lui permet de devenir un hôpital spécial Covid. Et en tant que président de collectivité régionale, comment vous avez envisagé votre action à l'échelle des territoires touchés et de la région? D'abord, comme élu mulhousien et comme élu tout court et comme responsable politique, avec ce devoir d'action, ce devoir aussi d'interpellation des autorités nationales
et ce devoir, oui, de réaction. Il a fallu réagir, s'organiser. À Mulhouse, une cellule de crise qui est mise en place dès le 3 mars, avec une décision très rapide de fermer tous les lieux publics, qui renforce encore la décision du préfet. Et comme président de conseil régional, c'est vraiment après les élections municipales aux alentours du 15, 16, 17, dans cette fameuse semaine, où là, les médecins s'adressent directement à moi en disant on monte au front, on n'a pas de masque, on est infirmière, on n'a pas de masque, on est pompier, on n'a pas de masque, on est policier, on n'a pas de masque. Et donc, on a essayé de trouver des masques, tout simplement. On en avait 600 000 dans nos lycées. Je les ai tous fait rapatrier vers les 4 départements qui étaient les plus concernés à l'époque, les Vosges, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin. On a organisé un système de distribution renforcé en cela par des dons des entreprises auxquelles j'avais fait appel. Et c'est 1 300 000 masques qui, dans cette semaine, en moins de 24 heures, sont récoltés et redistribués immédiatement sur le terrain, parce que ceux qui montaient au front n'étaient pas équipés. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette crise sans précédent, à la fois en positif et en négatif, par rapport au l'engagement des collectivités locales et structures étatiques et administratives? D'abord, au-delà de ça, c'est un fort... pour moi, c'est un impact personnel, humain, des pertes d'amis, de collègues... d'amis et de collègues en même temps. Quelqu'un comme Bernard Stelter qui s'en est allé, moi, ça m'a profondément marqué. Jean-Marie Zellet, le maire de Saint-Louis, des gens qui me sont proches également. Ensuite, pour revenir sur votre question, c'est j'ai pu mesurer aujourd'hui la discordance entre l'agilité des collectivités en général, quelles qu'elles soient, de la commune jusqu'à la région, passant par le département, les intercommunalités, et cette technocratie centralisée qui était bloquée, y compris en région, par des décisions qui devaient venir du national. C'est extrêmement compliqué. Ça a été une gestion centralisée d'une crise sans précédent, alors qu'on sait très bien, et ça c'est mon passé de médecin urgentiste, quand on a une crise majeure, un accident, une catastrophe, c'est à partir du terrain qu'on résout déjà le problème de l'hôpital après. Et c'est les décisions qu'on prend sur le terrain qui permettent de faciliter aussi le travail des hospitaliers après. Et on aurait dû agir comme ça. Et les aspects positifs ? Les aspects positifs, c'est dans tous les hôpitaux, une forme de solidarité entre soignants exceptionnelle. Des gens qui se tiraient dans les pattes professionnellement, eh bien, se sont serrés les coudes. Et des hôpitaux en difficulté, les équipes se sont serrées les coudes et ont réussi à trouver des solutions en elles-mêmes, au sein de leur structure, absolument exceptionnelles. Et enfin, une solidarité, et ça il faut le dire, à l'échelle de tout le territoire régional, envers les soignants, exceptionnelle. Une solidarité citoyenne, une solidarité envers les soignants, une solidarité envers les entreprises qui souffraient. Il y a eu derrière aussi une solidarité économique. On a redécouvert le commerçant de proximité, on a redécouvert la solidarité aussi vis-à-vis parfois des plus fragiles. Et on a oublié quand même dans cette crise, c'est un aspect négatif, vraiment les EHPAD, les personnes âgées. On est passé collectivement à côté de ce qui se passait au moment où tous les regards se tournaient vers l'hôpital. Il y avait une crise majeure dans les EHPAD. Et on a perdu des gens qu'on n'aurait jamais dû perdre. Et vous avez trouvé cette même solidarité entre les élus ? Oui, franchement, on a su se causer, on a su... je vais vous prendre par exemple l'exemple des masques que nous avons commandés en Chine, qui sont arrivés, qui ont été répartis dans les 10 départements, par les départements eux-mêmes. On est arrivé à construire cette histoire, à mettre en place un fonds de solidarité économique, on en parlera peut-être tout à l'heure, à l'échelle de toutes les intercommunalités de la région, des 10 départements. En moins de 48 heures, on a emporté une décision qui s'imposait. Donc oui, il y a eu, je crois, un grand sens des responsabilités et une envie d'aller tous dans le même sens. Et ça démontre quelque chose, que le shortcut, quand on veut aller très vite dans ce pays, on peut le faire. Mais qu'il faut une crise pour le démontrer. Essayons de travailler comme ça au quotidien, ça simplifiera beaucoup de choses. Alors sur les masques, on a senti un petit hiatus entre la région et la préfète sur cette question de masques. Et les masques en général ont été un enjeu énorme, y compris ici entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Vous le disiez en introduction, Franck, on a tendance à très vite oublier l'histoire, et l'histoire récente.
Mais il n'y avait pas de masques dans ce pays. On n'arrivait pas à en trouver. Je pense qu'il faut le redire. On ne savait pas quand ils arrivaient depuis Paris, où ils arrivaient, à quelle heure ils arrivaient, et combien ils arrivaient. Enfin, les médecins, les pharmaciens, personne ne le savait. Les hôpitaux, parfois, me disaient j'ai encore 2 jours de réserve, ou 24 heures de réserve, après, je ne sais pas. Et ça arrivait. Et donc, nous avons eu la possibilité, à un moment donné, parce qu'il y a eu un amendement posé par Bruno Retailleau au Sénat, d'en commander sans que les masques qui arrivent soient réquisitionnés par l'État. J'ai appelé le Premier ministre en disant, écoute, c'est tombé cette nuit, j'en commande, je t'informe, voilà à qui ils sont destinés, et je jouerai le jeu avec l'ARS. Nous avons immédiatement commandé ces masques. Il y a une première cargaison qui est arrivée. Il y avait là-dedans aussi une première répartition qui s'est faite vers l'ARS dans le même avion. Une partie du stock qui nous est revenu et que nous avons distribué vers les EHPAD, les structures de jeunes enfants, avec le soutien de nos amis des départements. Deuxième avion qui arrive un dimanche matin. J'ai un coup de fil à 7 heures en me disant, écoute, on touchera rien parce que l'armée est sur le tarmac. Et voilà, grande surprise. J'ai simplement signifié à la préfète que c'est une décision que je pouvais comprendre, que j'aurais apprécié que le vendredi, quand la décision a été prise, on passe un coup de fil en disant, écoutez, l'avion qui arrive, on le priorise sur les stocks de l'État. Je n'y aurais vu rien à redire, mais l'apprendre comme ça, oui, ça a été un moment un peu de crispation. Bon, après coup, on a cru comprendre qu'elle-même avait engagé cette opération sans forcément prévenir... Après, moi, le gouvernement, je suis pas dans le secret des dieux. Après, ça s'est arrangé, ça s'est régulé. Les avions suivants, nous avons récupéré nos stocks. On pouvait attendre 48 ou 72 heures parce que les stocks étaient disponibles et que le système avait été amorcé. Mais voilà, quand il y a un sujet comme ça, il vaut mieux s'en parler avant que de l'apprendre quand les militaires sont sur le tarmac, quoi. Alors cette crise révèle, d'après vous, de nécessité de révolution, à la fois dans la construction et dans le fonctionnement des services de l'État, mais aussi dans une réforme de l'hôpital. Alors les grands partis de gouvernement ont chacun à sa manière rénové l'hôpital dans une certaine direction, y compris les Républicains ou le Parti socialiste. Comment conjuguer aujourd'hui cette nécessité de tenir compte des contraintes économiques et en même temps de conserver sur les territoires des hôpitaux performants et capables à l'avenir d'accuser des chocs aussi importants? Je crois qu'il y a une des clés dans le système de soins en France, hospitalier en tout cas, c'est les 35 heures. 35 heures qui ont été imposées à l'hôpital sans moyens supplémentaires. Sans une réflexion prospective, et donc ça a bousillé, ça a flingué l'hôpital public, en tout cas en France. J'en suis certain, je l'ai vécu, j'étais hospitalier à ce moment-là, on a vu un changement de paradigme dans les rythmes, je fais mes 35 heures, je pars, j'ai pas de compensation, et finalement l'hôpital public s'est un peu délité dans sa motivation et dans sa capacité là de retrouver des motivations. Votre question, elle va plus loin, c'est déjà une faillite collective de tous les partis, quels qu'ils soient de gouvernement. On n'a pas eu suffisamment de considération. On est rentré dans une gestion purement comptable du monde de la santé, autant sur le monde libéral que sur le monde hospitalier, qu'il soit public ou qu'il soit privé. Mais je pense qu'on est face à un nouveau choix de société aujourd'hui qui s'impose. On a une pandémie qui vient de se dérouler. On n'en est encore pas définitivement sorti. Moi, je suis de ceux qui aujourd'hui réclament une forme de nouveau pacte social en France. Au niveau économique, c'est important. On y reviendra peut-être. Mais au niveau du système de soins. Et ça doit être un choix de société. Et le système de soins et le système de santé doivent être une des composantes importantes de ce nouveau pacte social en France. Si on veut des soins, si on veut un aménagement du territoire, si on veut des hôpitaux de proximité, ce sont des choix que nous devons faire collectivement et assumer. Et assumer de l'homme politique aux citoyens, aux professionnels de santé. Parfois, laisser un service de gynécologie ouvert sans qu'il y ait de pédiatres en quantité suffisante ou de gynécologues en quantité suffisante, c'est mettre des femmes et des enfants en danger. Et ça, on ne plaisante pas avec cela, et donc il faut prendre les bonnes décisions. Par contre, maintenir un système de
de soins de proximité qui dépasse simplement la notion de soins, qui va sur la santé, le bien-être, la qualité de vie, les déplacements, la formation, la prévention, c'est un vrai choix de société. Ça coûte de l'argent, ça veut dire qu'on mettra de l'argent là et on ne mettra pas de l'argent autre part. Et ça, je pense que ça doit se décider au niveau national, peut-être pas simplement en lien avec simplement un acte gouvernemental, mais c'est un acte de société et il faut aller donc vers ce que oui, j'appelle moi un pacte social, la reconstruction d'un modèle français dans lequel le soin et la santé eh bien, jouent un jeu majeur et essentiel. Est-ce que le modèle allemand pourrait et selon vous, à suivre, pourrait être suivi, à savoir un maillage beaucoup plus dense, avec une contribution également plus forte des cotisations et des cotisants? Oui, probablement. Aujourd'hui, quand je regarde dans la salle, si je vous pose la question avec le tiers payant, si vous connaissez le prix de vos médicaments, personne va être en capacité de me répondre. Et pourtant, moi, j'estime peut-être que, compte tenu de mon niveau de revenu, sur une boîte de médicaments, ma responsabilité de citoyen, c'est pas que l'assurance maladie la prenne totalement en charge, mais c'est peut-être que je mette 5 € sur une boîte. Je peux l'accepter, je peux le comprendre. Mais je peux comprendre aussi que pour quelqu'un qui vit aujourd'hui dans une fragilité sociale et une précarité de vie quotidienne, eh bien, la collectivité, effectivement, assure un tiers payant et que la personne ne paye rien. C'est ces choix-là aussi qu'il va falloir peut-être assumer entre j'ai droit à tout grossièrement gratuitement et il y a un niveau d'exigence où en fonction de mon niveau de revenu, eh bien, je suis peut-être capable de participer à un effort national. Et je relie ça aussi au travail aujourd'hui où par rapport au monde économique, la justice sociale, c'est à la fois de l'exigence dans le rythme de travail et d'être en capacité de s'adapter à un modèle social là aussi différent au sein de l'entreprise. Parfois, parce que les commandes le nécessitent, eh bien, on peut demander un effort supplémentaire. Mais inversement, quand une entreprise touche des dividendes, eh bien, ces dividendes peuvent aussi être reversés à l'ensemble du personnel, de manière à l'encourager à faire ses efforts quand cela est nécessaire. C'est tout ce pacte social-là dont je parle. C'est finalement notre rapport à la dépense publique, notre rapport à l'effort à la fois individuel et collectif. Je pense qu'il y a une vraie transformation des esprits à avoir en France et peut-être un modèle politique et économique à rebâtir. Alors l'autre enjeu, c'est la décentralisation ou la déconcentration. Alors pour l'instant, le seul signe manifeste que l'État a envoyé, c'est le limogeage du directeur général de l'ARS. Il n'y a pas eu de signe précis sur une volonté de déconcentration. Alors comment voyez-vous l'avenir d'un État plus moderne ou plus déconcentré? Quelles sont les 2-3 pistes que vous souhaiteriez voir explorées en tant que président d'une région? Cher Franck, j'espère que le seul signe donné par l'État en matière de décentralisation, de déconcentration, n'est pas un acte d'autorité vis-à-vis du directeur de l'ARS. Pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant. Qu'on aille bien au-delà de cela. D'une part, c'est jamais un signe de faiblesse de la part de l'État que de se reposer sur ses collectivités. On a la République en partage, c'est important, et inversement, il faut que les collectivités n'attendent plus aujourd'hui tout de l'État, donc il faut qu'on soit pourvoyeur de solutions, offreur de solutions. Moi, j'y crois, c'est ce que nous nous efforçons en tout cas de faire. Pour tout vous dire, je sors à l'instant d'une visioconférence entre les parlementaires de la région, la préfète et moi-même sur justement la crise, sur notre Business Act, sur la capacité de réagir ensemble. Sur cette chaîne de responsabilité, les parlementaires défendent aussi les territoires à Paris, dans leur rôle, et donc c'est cette articulation qui est très importante. Moi, je revendique aujourd'hui, oui, plus d'agilité, plus de souplesse, ce que je disais tout à l'heure, ce shortcut possible, c'est-à-dire ces bypass que nous sommes en capacité de mettre en place quand il y a une crise. De court-circuit. De court-circuit, oui, pardon pour la... Merci. J'ai tendance parfois à angliciser mes termes. Ou médicaliser, là, en l'occurrence. Voilà, ou médicaliser. Donc oui, on est capable d'aller très vite quand les circonstances le nécessitent.
et bien que ces circonstances soient quotidiennes, et qu'entre l'État et les territoires, il y ait effectivement une répartition des responsabilités, qui n'est pas remettre en question le rôle de l'État, qui doit fixer un cadre, mais dans ce cadre, les collectivités peuvent avoir un rôle différent en fonction des territoires. C'est ça ce que je revendique. C'est pas de l'expérimentation, c'est pas forcément de la déconcentration, c'est oui une forme de décentralisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui avoir des responsabilités peut-être sur la santé, sur l'emploi différentes, de traiter mes mobilités de manière profondément différente ici dans le Grand Est que Renaud Muselier les traiterait en Sud-PACA. C'est juste normal. On n'a pas la même charge, on n'a pas les mêmes responsabilités en matière de desserte ferrée, donc il faut s'adapter au système. Et parfois ça bloque. Mais ça bloque pas forcément d'ailleurs dans l'esprit du gouvernement. Encore une fois, le constat à la lueur de cette crise, c'est cette technocratie centrale qui retient vraiment fortement souvent la capacité d'agir à la fois du gouvernement et des collectivités. Mais vous y croyez vraiment ? Ah bah, on y œuvre. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. Très bien. Gros impact aussi économique. J'ai rappelé les chiffres tout à l'heure. L'économie, développement économique, c'est une des compétences majeures des régions en France. Tout d'abord, un bilan sur la situation aujourd'hui. Quelques jours ou 2 semaines après le déconfinement, panorama économique de la situation dans le Grand Est. Ça va être très compliqué. Franchement, je vous l'ai dit il y a quelques jours aussi dans une interview, ça va être très compliqué. Il faut s'attendre à un automne noir. Je pense ceux qui voient parfois des signes de relance, oui, il y a des reprises. Mais nous allons nous retrouver en septembre face à une situation très compliquée où les entreprises auront besoin de liquidités, où il existera là aussi la fin des dispositifs de soutien, par exemple à l'activité partielle de l'État. On sort quand même dans certains secteurs, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, c'est moins de 90% d'activité. Le commerce, c'est moins de 50% d'activité. Ça va être compliqué et on le sent encore, surtout dans notre région, ici en Alsace tout particulièrement, contrairement à d'autres régions. Il y a encore des freins. On ne va pas faire ses courses naturellement, on fait attention, on est encore beaucoup sur la réserve. Quand vous discutez avec les commerçants, ils sentent que leur activité est très limitée, et puis c'est difficile. On réserve qu'une cabine d'essayage. Pour essayer des habits, faut-il les désaffecter ou pas? Enfin, on peut rentrer qu'à une personne dans une boutique. C'est pas fluide. Donc l'activité n'est pas encore maximale. Et pourtant, on le sent, il y a une appétence des gens à vouloir redémarrer, se retrouver, aller au restaurant, continuer à vivre. Mais il y a toujours une peur qui existe et on l'a vu encore avec quelques chiffres qui tremblotent un peu du côté de la Meurthe-et-Moselle, mais qui sont tout à fait rassurants. Oui, on teste plus, donc on trouve plus de cas. Ces cas ne sont pas forcément plus graves, mais on les trouve parce que systématiquement, on les recherche, ce qu'on ne faisait pas il y a quelques semaines encore. Donc, activité économique qui va être extrêmement compliquée et qui nous impose en tout cas, nous, de repenser, en tout cas à la lueur de cette crise, bien l'ensemble de nos dispositifs économiques pour savoir s'ils sont toujours en phase avec les attentes du monde économique. C'est ce qu'on appelle, excusez-moi, c'est encore un anglicisme, le Business Act, avec une conférence sociale, parce qu'avec la préfète, nous y tenons, une conférence sociale qui se déroulera la semaine prochaine, lundi, avec l'ensemble des partenaires sociaux, que ce soit les organisations patronales, les organisations syndicales, les syndicats de branche, pour se dire à l'échelle de la région, est-ce qu'il y a nécessité parfois d'avoir un dialogue social plus soutenu qui nous permette de nous adapter aux réalités de notre économie et pas d'être dans des positions purement nationales, et une plateforme qu'on appelle Ma Région Demain, qui permet à chaque habitant de notre région d'apporter aussi ses idées, ses doutes, ses hésitations ou ses enthousiasmes. Donc, vision assez complète, une action économique qui sera relayée par le politique, une action sociale autour de ces partenaires sociaux et une action partenariale avec les citoyens.
Alors une des réponses de la région à la situation, c'est le Business Act. Vous l'avez lancé il y a quelques semaines par des masterclass. Donc avec des invités prestigieux pour essayer de créer un remue-ménage, d'après ce que j'ai cru comprendre. Conférence sociale donc la semaine prochaine. Présentation, il me semble, le 10 juillet ou adoption. Quel est l'objectif et est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un peu plus? Alors je sais que vous êtes en plein travail, mais 2-3 orientations ou l'objectif, disons, de ce plan. Je peux vous en donner les objectifs. Je n'ai pas encore eu le retour des comptes rendus. 23 groupes de travail dirigés chacun par un chef d'entreprise. Le moins d'élus possible, le plus d'acteurs économiques dans ces groupes de travail. J'ai cru que ça avait coincé un peu, que des élus se sentaient un peu dépossédés de ce dossier. Ouais, c'est vrai, c'est un choix encore. Il y a une parlementaire tout à l'heure qui me faisait une remarque que, effectivement, sur son territoire, un certain nombre d'élus n'avaient pas été invités. Je lui dis c'est normal, puisqu'on a invité préférentiellement des chefs d'entreprise. L'économie est faite par les chefs d'entreprise. Moi, je préfère aujourd'hui les entendre et ensuite revenir vers les élus en disant voilà le cadre qui est fixé par les entrepreneurs eux-mêmes. Comment est-ce qu'on peut le décliner ensuite ? En tout cas, ça a été partagé avec les présidents de département, avec les parlementaires, avec l'ensemble des élus régionaux. Ça sera aussi dans un travail que je fais maintenant depuis de nombreuses semaines, dans des rencontres avec les présidents de PCI. Donc il y a une couverture totale des acteurs économiques qui sont informés de la démarche. C'est quoi ? Aujourd'hui, est-ce que le conseil régional dans quel domaine doit peser peut-être de manière supplémentaire pour avoir un effet levier, le conseil régional, sur les politiques économiques? C'est ça la question. Est-ce qu'on doit continuer à subventionner l'éclairage d'une église, ou est-ce qu'au contraire, on doit mettre aujourd'hui nos fonds, qui sont aujourd'hui largement diminués compte tenu de la crise, bien, vers des politiques qui ont un effet levier, vers de l'innovation, vers le soutien à la jeunesse, vers le soutien à l'emploi, vers l'intégration de nos politiques publiques dans le plan de relance européen ou le plan de relance national, dans le Green Deal européen. Et je crois que c'est là-dessus qu'on nous attend. C'est là-dessus qu'on transformera la région en profondeur et qu'on ne sera plus forcément sur une vision économique qui date encore d'il y a 12 mois, d'il y a 24 mois, qui aujourd'hui est éculée et que nous devons véritablement transformer pour être performants. Pourquoi ? Changement d'image, d'attractivité, c'est important. Si j'ai râlé beaucoup sur la couleur rouge, c'est pas pour rien. C'est parce que, vu de l'Allemagne, vu de l'extérieur, et même en France, cette couleur rouge, elle nous marquait fortement. Et pourtant, aujourd'hui, le Grand Est et Mulhouse en particulier, eh bien, je pense que toute la France sait où ça se situe. Et il faut que nous apparaissions, non pas comme la région de l'épidémie, mais la région qui a vaincu l'épidémie, qui a traversé cette épreuve et qui aujourd'hui en sort renforcée. Et donc ça nécessitait un vrai plan d'ampleur, très rapide, avec aujourd'hui tous les groupes de travail ont finalisé leurs conclusions, je vais les découvrir, je ne les connais pas encore, et qui, dans le numérique, dans l'industrie, dans la transition énergétique et durable, doit nous apporter un certain nombre de réponses. Voilà, c'est une démarche simple de remise en cohérence de nos politiques publiques. Alors, vous nous avez dit dans les DNA et dans l'Alsace que la région allait perdre 75 millions de recettes cette année, 250 millions l'année prochaine. Comment une région, dans cet état, peut encore agir dans le domaine économique notamment ? Et comment ? Alors, c'est toutes les régions, hein. C'est pas que nos régions. Oui. Au total, l'ensemble des régions auraient besoin de 3,2 milliards et 3,4 milliards l'année prochaine. Ce qui est juste conséquent, c'est surtout notre capacité d'investir qui s'en trouve diminuée. Nous régressons de 50% dans notre capacité d'investir. Nous investissions jusqu'à 900 millions d'euros. L'année prochaine, ce sera 450 millions. Si l'État n'amortit pas, parce que l'État a le droit de creuser son déficit, nous n'avons pas le droit d'avoir de déficit budgétaire. Donc il faut que l'État prenne à sa charge une partie de notre déficit, en échange de quoi nous nous engageons à surinvestir par rapport à ce que nous faisions préalablement. Vous savez, pour assister fréquemment à nos séances budgétaires, qu'il existe des ratios, donc à aggraver nos ratios,
à prolonger et à renforcer nos investissements de telle manière à ce que nous puissions être aux côtés de l'État, aux côtés de nos entrepreneurs, quand cela sera vraiment, vraiment nécessaire, c'est-à-dire cet automne. La question, vous la posez, et nous la posons au gouvernement. Effectivement, comment fait-on, puisque nous sommes les acteurs économiques majeurs dans ce pays à côté de l'État, comment faisons-nous pour venir renforcer ce que l'État fait? La question et la négociation, elle est en cours, elle n'est pas simple, parce que, et encore une fois, c'est aussi une vision de la décentralisation et du rapport entre l'État, le gouvernement et les régions. Je ne suis pas, moi, dans une vision de concurrence où, non, chacun est dans son cadre. Parfois, c'est vécu, là aussi, et les présidents de région sont perçus parfois par le gouvernement comme étant un peu des potentats locaux, ce que nous ne sommes pas du tout. Je crois que, là encore, je le redis, nous avons en partage cette République et ce pays, chacun dans nos responsabilités, mais compte tenu de la crise, il faut nous donner la possibilité d'agir. C'est important, c'est majeur au quotidien pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi, pour notre vie quotidienne. En termes d'action, un autre élément de réponse de la région a été le plan résistance, 45 millions d'euros. Où en est ce plan actuellement et est-ce qu'il a commencé à porter ses fruits? Alors, c'est un plan qui réunit la région, les 10 départements, l'ensemble des intercommunalités et la Banque des territoires. Chacun met 2 euros par habitant. C'est un fonds que nous avons voulu extrêmement territorialiser, c'est-à-dire que c'est les élus locaux vraiment sur le territoire qui, dans un comité d'engagement, attribuent ou non les fonds demandés. Et c'est un fonds qui est destiné aux commerçants, aux artisans, au monde culturel, au monde sportif, parce que tous ces petites structures passaient à travers la maille du filet des dispositifs nationaux. On l'a créé en moins de 8 jours. Aujourd'hui, il y a, je crois, on arrive grosso modo à 600 dossiers à l'échelle de la région. C'est la Moselle et le Bas-Rhin qui sont en tête des dossiers présentés. Et moi, je suis pas pressé. C'est 44 millions d'euros exactement. Et ces 44 millions d'euros, ils vont servir à partir de septembre. Parce que là, les structures ont vraiment besoin de crédit, de budget. Et c'est un versement qui peut aller de 2 000 à 30 000 euros. Oui, nous sommes très nombreux, malgré le soleil, les terrasses et le vent doux d'été qui arrive. Nous sommes très nombreux à vous suivre. Beaucoup de merci sur les décisions cohérentes qui ont été prises par la région Grand Est, sur l'humanisme. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de gens très positifs. Une question sur que préconisez-vous, même si ce n'est pas forcément directement la région, mais que préconisez-vous pour la vague de victimes collatérales du Covid qui ne tarderont pas à rejoindre les distributions des associations, le sort des personnes mises à l'abri durant la crise? Beaucoup de remarques aussi sur votre phrase sur les médicaments, la participation de chacun à l'effort national de santé selon ses moyens, trouvant que c'est une très bonne idée. Par rapport à beaucoup de présidents de région, vous n'avez pas été forcément pour le report des municipales. On vous demande aussi de vous exprimer là-dessus. Voilà à peu près pour l'instant. Merci à vous. L'effet collatéral de l'épidémie, il va se manifester effectivement. Il se manifeste déjà dans les hôpitaux aujourd'hui avec des malades chroniques qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a plus vus et qui arrivent aujourd'hui avec des stades souvent décompensés. Il y a quelque chose qui n'est pas assez connu aussi. Beaucoup de médecins l'expriment, en tout cas, des médecins spécialistes, libéraux, les gastro-entérologues aujourd'hui, qui ne disposent plus d'un médicament essentiel pour faire des rectoscopies ou des gastroscopies, qui s'appelle le propofol. Il y a eu plus de 2000% à l'échelle mondiale de consommation de ce médicament. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'il reporte tout simplement des actes médicaux de détection du cancer de l'estomac, du cancer du rectum, parce qu'ils ne peuvent pas faire cet examen, parce que la France est en rupture de stock. Il devrait y avoir visiblement une amélioration de la situation en juillet, août, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va avoir des retards de détection sur ces maladies cancéreuses et des conséquences induites derrière en matière de coûts de santé, de confort de vie, de bien-être.
et potentiellement, sur le moyen long terme, de mortalité. C'est une conséquence de santé publique essentielle, souvent ignorée, mais les associations en charge de la recherche contre le cancer dénoncent ça depuis quelque temps. Je pense qu'on doit, là aussi, avoir conscience de cet aspect-là. Aujourd'hui, moi, je pense que collectivement, la crise va laisser beaucoup de monde sur le carreau. Il faut aussi qu'il y ait une prise. Quand je parlais de justice sociale tout à l'heure, c'est aussi cet accompagnement de nos jeunes qui vont sortir ou qui sortent aujourd'hui des écoles, diplômés ou non diplômés, mais qui vont se trouver sur un marché du travail complètement atone. C'est comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on les aide, on les renforce, on encourage les employeurs à les prendre en charge. Je crois que c'est absolument indispensable. Et ensuite, il y a, oui, aussi les personnes en situation délicate socialement qu'on va devoir véritablement accompagner avec des aides ciblées, avec une prise en charge sociale spécifique. Je pense que là aussi, c'est la responsabilité collective qui nous impose aujourd'hui d'avoir cette attention aux plus fragiles. C'est pas des mots. Je pense qu'on ne mesure pas encore aujourd'hui collectivement le risque de la crise qui s'annonce, qui va être non plus une crise économique, mais vraiment une crise sociétale, une crise sociale. Oui, on m'a pas entendu beaucoup sur le premier tour des élections municipales, parce que franchement, j'avais autre chose à faire à ce moment-là. J'étais même plus dans je suis candidat à Mulhouse au sein d'une équipe. On n'était plus dans la campagne, on était dans la crise depuis une dizaine de jours, et c'est ce qui nous a occupés véritablement. Et on a, oui, j'ai pas eu de réaction. Je sais que la première réaction, parce que elle m'a été demandée par un grand quotidien national, et j'ai dit, écoutez, j'ai même pas envie de vous parler ou de réagir par rapport à cela. C'était le dimanche 15, le jour des élections, parce que ce que nous vivons ici à Mulhouse en ce moment, c'est juste terrible quand on voit les images des buts de Chaumont. Et c'était cette discordance entre la réalité du terrain et de l'épidémie telle que nous la vivions ici, et une forme de non prise en considération des premiers morts et de la gravité de la situation. Monsieur le Président, un plan de communication de masse est-il prévu pour redorer l'image de notre région dans l'optique de rassurer et d'inviter les touristes? Bonjour, est-ce que vous pensez à devenir ministre? Je vous dis tout en vrac. La coopération transfrontalière va-t-elle être renforcée? Alors oui, c'est vraiment en vrac, donc je vais commencer par les sujets essentiels. L'attractivité du territoire, le tourisme, la confiance dans notre territoire, moi, ça me semble essentiel. Il va falloir donner sur le temps. Alors, on a des campagnes de communication qui vont débuter, à la fois à l'intérieur de notre région, mais également pour inviter celles et ceux qui nous entourent dans un périmètre le plus direct à venir passer leurs vacances. Vous avez vu que la région, avec des 5 millions de chèques vacances, incitait là aussi celles et ceux qui étaient au front pendant cette épidémie à passer du temps chez nous. Il y a un guide touristique passé son été 2020 dans le Grand Est qui est sorti hier. Il est tout chaud, il sera offert gratuitement à tous ceux qui bénéficieront de chèques vacances et il sera largement distribué à travers la région aussi. Des campagnes nationales avec Atout France, qui est l'organisme généralement de promotion de la France à l'étranger, mais le gouvernement lui a demandé de se recentrer sur des campagnes nationales à débuter avec l'Agence régionale de tourisme aussi dans la réflexion, dans la réalisation. Donc oui, nous allons mettre les moyens, mais dans le temps aussi, dans la confiance. Il ne s'agit pas de tout faire aujourd'hui et de ne plus rien faire à la rentrée, mais je vous rappelle que derrière, on a les marchés de Noël, on a cet esprit ici, tout particulièrement en Alsace, qu'on peut développer, où il va falloir redonner confiance aussi. Donc ça s'inscrit vraiment dans le temps. Sur le transfrontalier, un mot, parce que je l'ai dit à Franck cette semaine, j'ai eu beaucoup de rendez-vous transfrontaliers ces derniers jours. Il y en a un qui m'a vraiment marqué. C'est celui avec Winfried Kretschmann, le président du Bade-Württemberg,
qui, compte tenu de la fermeture des frontières, de la manière dont ça s'est passé, compte tenu... il me présentait ses excuses et il dit « j'aurais voulu que ça se passe différemment et j'ai pas eu les moyens de le faire ». Quand on connaît la personnalité politique de Winfried Kretschmann et ces derniers mois, c'est vrai qu'on s'est vu assez fréquemment et on s'est rapprochés, mais comme je suis proche de Tabea Sons, par exemple, en Sarre, oui, il y a aujourd'hui une Europe et des réflexes qui ont manqué. Il y a eu un savoir-faire à l'échelle européenne, à l'échelle française aussi. Hein. On n'a pas forcément été toujours excellent. Il ne faut plus vivre ça. On ne peut plus vivre ça dans un espace de coopération. Ici, on est à Strasbourg, à quelques hectomètres de Kiel. Enfin, on peut plus considérer que la situation que nous avons vécue est complètement normale. Et quant à la troisième question, vous comprendrez que, en répondant aux deux premières, je suis entièrement concentré sur ma région et sur mon activité de président. Mais au-delà de la réponse, de cette dernière réponse... Je savais que vous alliez répondre. Je savais que vous alliez forcément rebondir là-dessus. Alors, les rumeurs sont récurrentes. Là, la dernière a été lancée par Gilles Legendre, que je ne connais pas. Je n'ai jamais rencontré Gilles Legendre. Qui a, dans une note adressée au président de la République, établi son casting, et vous faites partie de ce casting de ministrables. Non, mais au-delà de votre dernière réponse, je disais tout à l'heure, est-ce que vous sentez plus utile en région ou éventuellement un poste ministériel? Vous savez, depuis la sortie de cette information, je ne peux pas aller à un seul endroit sans qu'on me dise alors tu vas être ministre, tu vas être Premier ministre. C'était pas tout à fait le sens de ma question. Mais c'est le sens de ma réponse. Non, mais est-ce qu'un jour ou l'autre... Mais voilà, aujourd'hui, enfin, à ce moment précis quand même de l'histoire de notre région, compte tenu de l'engagement qui a été celui de notre équipe régionale, voilà, aujourd'hui, moi je suis bien dans mes baskets comme président de région. Je pense qu'il y a un travail formidable qui a été fait, qui doit encore être fait. Il y a une économie qui est en souffrance. Il y a une histoire gouvernementale. Cette histoire gouvernementale, aujourd'hui, elle appartient au chef de l'État, au Premier ministre, au gouvernement. Ce que j'entends aussi, c'est une population qui, aujourd'hui, est en colère. On le sentait déjà depuis longtemps. Pendant toute la crise, il y a eu une sidération, mais aujourd'hui, les gens, oui, sont en colère. Contre un système qui n'est pas forcément de la responsabilité immédiate, d'ailleurs, et directe du gouvernement actuel, mais qui est je crois, la continuité d'une histoire politique qui, en France, doit changer. Et je vous le disais l'autre jour, sans appartenir à son mouvement politique, j'estime que le chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, incarnait une forme d'espérance et de renouveau, et qu'il l'a incarné aussi depuis beaucoup de déceptions. Moi, j'essaie de faire de la politique avec mon cœur, avec mes tripes, avec ma manière de faire. Tout ce que, finalement, j'essaie de vivre ici au niveau régional, j'essaie simplement de le faire bien. Voilà. Et je suis très heureux comme cela. Je suis devenu maire sans que ce soit prévu dans ma carrière politique ou dans mes ambitions de départ. Je suis devenu président de région. C'était pas inscrit, c'était pas prévu. L'histoire a fait que. Donc voilà, je me laisse porter, mais parfois il faut savoir dire non quand c'est le moment, et parfois il faut savoir dire oui quand c'est le moment. Et on est à un moment précis là aussi de l'histoire régionale. Où moi je suis, quand je dis où je suis entièrement concentré sur ma région, sur les enjeux, sur cette capacité de faire, et sur cette réalité régionale qui est devenue quand même tangible à l'occasion de cette crise. Et ça, personne ne pourra l'ôter. Et même ceux qui étaient contre l'entité régionale, même ceux... il y a eu un fait régional qui s'est affirmé, et qui ne s'est pas affirmé contre les uns ou les autres, qui s'est affirmé pour chacun. Alors, c'est vrai que le fait régional s'est affirmé.
à quelques mois de la naissance de la collectivité européenne d'Alsace, qui a été créée officiellement en début d'année. C'est vrai que la crise a un peu fait oublier cette évolution institutionnelle qui ne sera pas sans conséquence dans le Grand Est. Donc, comment vous, à la fois vos collègues de conseils régionaux, vous en tant que président des autres départements, comment vous voyez cette naissance au 1er janvier 2021 ? Cher Franck, j'aimerais juste vous rappeler que j'étais moi-même signataire des accords de Matignon. Donc c'est qu'à un moment donné, j'ai pris un risque, un engagement, donc je ne vais pas me renier par rapport à cet engagement. Donc la collectivité européenne d'Alsace... Mais vous avez reconnu vous-même que ça n'a pas toujours été facile, y compris chez certains de vos collègues. Mais bien sûr, c'est pas forcément facile, il a fallu l'expliquer. D'un autre côté, on a à l'ouest de la région un pacte Ardennes qui est très spécifique aussi, d'un département avec des actions de différenciation. Voilà. Je l'ai signé, je l'assume et je saurai l'accompagner à la place qui est la mienne, en responsabilité, et ce que je vous ai dit aussi cette semaine, mais j'attends juste et j'entends juste que l'on respecte aussi le rôle de la région et que les choses se fassent le plus positivement possible. Être positif, c'est l'incarnation, je crois, de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire savoir se parler, travailler ensemble et être au service d'eux. Avoir un mandat, c'est simplement des citoyens qui confient à d'autres des formes de responsabilité collective. Et quand on a mandat, on se doit de servir. Oui, je reprends la parole pour dire qu'il y a énormément de commentaires. On est à plus de 100 commentaires. Et beaucoup de commentaires qui se rejoignent sur les gens se sont sentis très soutenus au début de la pandémie. Vos prises de parole, votre présence très tôt sur le terrain a été important. Pernel Richardot nous dit que la crise prouve bien que les territoires ont besoin des uns des autres en collaboration sans concurrence entre les différentes collectivités. On revient beaucoup sur votre poste de ministre en disant qu'avec les miracles que vous avez réussi à faire en région, ça promet pour la suite. Et une question sur vos relations avec Xavier Bertrand. Très bonne. Xavier est un copain. On fait aussi de l'interrégional. On fait de l'interrégional entre les Hauts-de-France et la région Grand Est sur un certain nombre de dossiers économiques, stratégiques, d'université, de mobilité. Moi, je pourrais y rajouter Valérie Pécresse, parce que souvent, c'est les trois qui travaillent ensemble, très bien. Mais j'ai d'autres collaborations... Et Bourgogne-Franche-Comté un peu moins bien. Non, mais un peu moins bien. Région riveraine, c'était le sens de ma question. Mais ouais, ça dépend des sujets. Je travaille très bien avec Renaud Muselier, qui a beaucoup à nous apprendre en matière de tourisme, par exemple, qui est très allant. On invente parfois des dispositifs qui seront pris par d'autres. Je travaille très bien sur... Mais, vous voyez, pendant la crise, j'ai informé de ce que je vivais mes collègues de région. Et j'ai appelé Alain Rousset, en Aquitaine. J'ai appelé Loïc Chenet en Bretagne, Xavier Morin en Normandie, ou pour les Pays de Loire, Christelle Morancet, en disant, écoutez, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Est-ce que vous pouvez favoriser l'arrivée d'équipes médicales qui venaient de relayer les nôtres? C'est inscrit nulle part. C'est dans la compétence de personne. Mais cette connaissance et cette coordination, eh bien, on le fait. Avec Carole Delga, on travaille beaucoup, par exemple, sur les mobilités hydrogène et particulièrement ferrées. Ces collaborations entre régions existent. Avec Bourgogne-Franche-Comté, sur la filière automobile et sur les mobilités, les choses existent. Mais c'est vrai que parfois, par appétence, et on travaille mieux avec les uns que les autres. J'ai absolument rien contre Marie-Guide Dufay, qui est quelqu'un d'absolument adorable. Voilà, c'est comme ça. Mais pour répondre à votre question aussi, et pour être entier, sur le côté soutenu, on s'est tous soutenus et on s'est tous serré vraiment les coudes à ce moment-là. Et ce que je pouvais faire en étant peut-être à un moment donné le porte-parole d'un territoire, je le faisais aussi parce que il y a eu une circulation d'informations, une capacité de dialoguer et une force exceptionnelle dans cette région, où qu'on soit.
Et c'est ça que j'aimerais retrouver et dire aux Alsaciens, aux Lorrains, aux Champardonnais, qu'on n'a aucun complexe à se faire par rapport à d'autres régions, que nous sommes performants, que nous sommes une région absolument exceptionnelle. Prenons juste conscience de nos atouts, arrêtons parfois de nous regarder le nombril et disons ensemble, partons à la conquête du monde. Je dis souvent, c'est un peu mon slogan en ce moment, le soleil se lève à l'est, on a 1 heure d'avance par rapport à la Bretagne, donc on se lève plus tôt, donc on est plus performant, et l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Donc, nous appartient. On va rester un peu dans le domaine politique. Est-ce que vous pensez que cette crise peut avoir un impact sur la recomposition politique dans la perspective des élections régionales qui sont prévues en 2021 ? Puisque là, on a pu constater, y compris par rapport à certaines questions... Ma majorité, c'est déjà une recomposition particulière de... si vous prenez la composition politique ça recouvre, nationale, il y a une cohérence de moi, politique. Je vais finalement des gens qui sont Modem, Marcheurs, UDI, LR, même parfois un peu tendance dupont-aignéiste pour certains. On a un projet de mandat, on a l'amour de notre territoire, on est en responsabilité pour beaucoup d'entre nous au sein de nos communes, de nos intercommunalités, et on partage une vision commune. C'est juste faire de la politique intelligemment. On n'est pas dans des positions politiques, on est dans l'action et la démocratie de l'action. Moi, j'ai toujours essayé, vous connaissez mon histoire politique, à Mulhouse aussi, la majorité municipale qui est la mienne, qui était la mienne quand j'étais maire, eh bien... elle comporte des gens de gauche, des écologistes, des gens de droite, des centristes. On se nourrit quand même comme ça dans l'action locale. Et je trouve que c'est assez chouette. Mais l'ouverture que vous décrivez au niveau régional, est-ce qu'elle pourrait être ouverte plus largement dans le cadre d'élections régionales qui pourraient être extrêmement tendues, très clivées entre ce que les élections européennes ont préfiguré, avec une très forte présence du Rassemblement national, par exemple. Le Rassemblement national sera là, mais le Rassemblement national sera toujours mon adversaire. Pour rester dans la politique, il y a dans votre majorité un certain nombre de voix qui portent le secteur économique, l'agriculture. Comment vous comptez composer avec cette majorité par rapport à la révolution que vous souhaitez de vos voeux en termes de développement durable notamment ? Je suis persuadé qu'il existe une troisième voie entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. C'est une agriculture qu'on ne délocalise pas en termes de main-d'œuvre, donc on la renforce. C'est une agriculture qui fait appel à l'innovation, aux capteurs, on consomme moins d'intrants, moins de polluants, on consomme moins d'eau, on la cible, on est en capacité d'avoir une rotation supplémentaire. Ça, c'est l'intelligence collective. C'est un projet de mandat, c'est ce qu'on soutient. On va être la première région avec une viticulture qui n'utilisera plus d'herbicides en 2025. On est les seuls en France à faire ça. En Champagne, en Lorraine et en Alsace. C'est les viticulteurs eux-mêmes qui ont décidé de le faire avec notre soutien, notre accompagnement. Eh bien, ces messages, ils sont forts. Et aujourd'hui, considérer un agriculteur comme étant uniquement nourricier, je considère que c'est une vision éculée. Un agriculteur, aujourd'hui, est en capacité d'innover, il est en capacité de participer à la transition énergétique et à la production d'énergie renouvelable, il est en capacité d'apporter une véritable économie de terrain, il est en capacité d'être un employeur, c'est un acteur économique à part entière. Regardons-le avec les yeux de l'amour. Je reprends la parole une dernière fois au nom des internautes parce qu'il y a énormément de questions, j'essaye de rassembler. Pensez-vous que cette pandémie peut être un socle fondateur de l'identité Grand Est que nous recherchons ? Pour une recomposition, il faut revoir le mode électoral, un tour pour que celui qui est arrivé en tête forme une équipe autour d'un programme de gouvernance. Et, question qui arrive souvent, votre point de vue sur la situation strasbourgeoise avec l'alliance LAREM-LR pour les municipales.
Je me disais, c'est pas encore venu. Donc On avait encore un peu le temps. Ça devait arriver. Ça devait arriver. Alors, la première question, j'ai oublié la première question. La première question, c'était sur le socle fondateur. Est-ce que la pandémie peut être le socle fondateur de l'identité du Grand Est? Le socle fondateur, c'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, c'est plus un socle fondateur, c'est une ambition que nous devons partager collectivement, chacun dans le respect de ce qu'il est, de son territoire, de son terroir, de son histoire. Voilà, moi je suis pas forcément un fusionniste où il faut on pratique la même chose partout, sur tout le territoire. C'est pas la même chose, c'est juste impossible. Strasbourg, c'est pas Mulhouse, hein, et c'est pas Colmar, et c'est pas Haguenau, et c'est pas Aubernais. Eh bien, on s'adapte, mais on s'adapte avec. Il y a quelques dénominateurs communs qui existent. Donc, oui, l'identité Grand Est. Vous savez, moi, plus qu'une identité Grand Est, je cherche juste dans la tête des Français à faire respecter l'Est de la France. L'Est de la France, c'est une terre d'avenir. Et ça peut être une terre d'avenir en Champagne, ça peut être une terre d'avenir en Alsace, ça peut être une terre d'avenir, finalement, dans ce quart nord-est, toujours, qui était considéré un peu négativement. On n'a pas l'île de Ré, on n'a pas les plages de Bretagne, on n'a pas... mais on a plein d'autres choses. On a la longueur des lacs vosgiens, on a la douceur du Piémont alsacien, on a la beauté des coteaux champenois classés à l'UNESCO, on a des lacs absolument formidables. Enfin, tout ça, mais c'est que de la destination touristique. Aujourd'hui, il faut qu'on soit performant d'un point de vue économique, il faut qu'on soit innovant, et c'est là où il faut mettre le maximum d'énergie. Enfin, la situation strasbourgeoise, à l'image d'autres situations dans d'autres grandes métropoles, il y a Bordeaux, il y a Toulouse dès le premier tour. Oui, c'est un coup de théâtre de dernière minute. Moi, j'en étais informé à 17h20, donc 40 minutes avant le dénouement. Aujourd'hui, je suis incapable de prévoir quoi que ce soit. Je pense que ça se jouera dans un mouchoir de poche. Vraiment dans un mouchoir de poche. Tout ce que je souhaite, c'est que Strasbourg reste capitale européenne. Que les Strasbourgeois soient fiers de leur ville. Que Strasbourg soit capitale régionale. Que Strasbourg soit une des grandes métropoles françaises. Et que Strasbourg incarne l'ambition en termes d'innovation, en termes d'économie de l'Est de la France. C'est crucial, c'est essentiel, et que Strasbourg, dans la position transfrontalière qu'occupe cette ville, soit là aussi une position essentielle en Europe, mais stratégique. Je dis bien stratégique. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur un Strasbourg qui soit une ville puissante, une métropole puissante. Et c'est pas mettre la tête sous l'eau des autres, c'est de s'affirmer. C'est une ville qui est belle, c'est une métropole qui est exceptionnelle. Et c'est ça que je veux et que je souhaite entendre de la part des candidats. Encore une fois, merci pour avoir accepté cette invitation à cet échange. Vous avez été très nombreux à nous suivre avec des questions très affûtées, comme questions sur Strasbourg. Merci et retrouvez-nous sur les différentes pages pour revoir ou réécouter ou ausculter précisément ce que vous venez de dire. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonne journée à tous.